Nous sommes quelque part à cheval entre le Var et les Alpes de Haute-Provence. À seulement 1 heure de Marseille, commence ici le territoire du parc naturel régional du Verdon. J'habite ici. Mais cela dit, en fait, dans le fond, j'ai à peu près aucune idée de ce qu'est un parc naturel régional. Nous sommes à la mi-octobre 2012. Le parc régional du Verdon accueille cette année le congrès national des parcs régionaux à Aups. J'ai décidé d'y aller, histoire de peut-être comprendre un peu mieux l'endroit où j'habite. En fait, je connais déjà 2 ou 3 trucs. Je sais que la colonne vertébrale du parc, c'est la rivière du Verdon, et qu'à cheval entre la Méditerranée et les Alpes, il est l'endroit où ces deux cultures se rejoignent et parfois se confondent, un peu comme des confluents pour une rivière. C'est une zone très rurale qui fait partie des endroits où on compte les distances en temps et pas en kilomètres. Ici, il y a beaucoup d'eau, des barrages, des lacs, où on produit de l'électricité et l'eau des principales grandes villes de PACA. Depuis la création des lacs au milieu des années 70, le parc est devenu très touristique. Des milliers de gens se pressent ici chaque été pour en repartir à l'automne, donnant au territoire ce côté étrange des pays saisonniers. Le parc régional du Verdon, créé en 1997, c'est un territoire de 180 000 hectares. C'est aussi une structure et une équipe présente pour le gérer, et c'est surtout une population de quelques 30 000 personnes. Qu'est-ce que c'est pour vous le parc du Verdon? Non, là je pourrais pas répondre. Pas évident. Parc régional. Ah ben moi alors là, je comprends absolument rien. C'est pour protéger une région, non? C'est pas ça? La structure parc, non, ça ne me parle pas du tout. Je ne connais pas ses limites. Par exemple, je ne pense pas que Valençol soit englobé dans le parc. Arrivé à Aups, j'apostrophe Jean Viard à la fin d'une conférence. Il est sociologue, chercheur au CNRS, auteur du livre Nouveau portrait de la France, la société des modes de vie. C'est un type assez passionnant. Alors Jean, c'est quoi un parc régional? Les parcs ont été inventés au XIXe siècle par les protestants américains pour créer des lieux où l'homme devrait limiter son empreinte sur la nature. Ensuite, en France, dans les années 70, on a fait des parcs nationaux d'un côté et régionaux où il y a aussi au fond cette idée, c'est-à-dire l'homme accepte de limiter pour effectivement protéger des lieux magnifiques, une culture, des écosystèmes, etc. Mais la question, elle est quand même comment on protège l'écosystème qui fait vivre l'homme. C'est pour ça qu'on protège les écosystèmes, c'est pas pour les écosystèmes en eux-mêmes. Et les parcs, au fond, pourraient être considérés comme des laboratoires de ça. Et puis après, vous avez des gens qui habitent dans le territoire. Et donc bien sûr, la question c'est comment ils peuvent y vivre, comment ils y fonctionnent. Mais il ne faut jamais oublier que le parc n'est pas construit pour ceux qui sont dedans. Il est construit comme patrimoine universel de la communauté. Si vous voulez, c'est comme quand on protège les littoraux. C'est fait pour qu'on puisse tous aller sur les plages. C'est pas fait pour le propriétaire de la villa qui est au-dessus. Cela me semble très clair. Mais ce que je comprends moins, c'est comment est-ce qu'on peut vivre sur un territoire protégé. Ça m'intéresse d'autant plus que justement, j'y vis. J'ai rendez-vous avec Jean Darrot, et oui, encore un Jean. Il est éditeur installé sur le territoire du parc. Il a aussi la particularité de bien connaître la structure parc puisqu'il y a travaillé pendant plusieurs années. Alors Jean, une question. Comment on intègre les hommes à un territoire de parc qui doit être préservé? C'est la complète différence avec un parc national qui est plutôt, je dirais, un sanctuaire duquel on essaye de repousser les hommes. Ici, c'est tout le contraire. On essaye de faire en sorte que la population prenne en charge son territoire, ce qu'il faisait déjà avant.
ce qu'ils faisaient déjà avant, mais avec une nouvelle prise de conscience qu'on a des responsabilités envers le reste du monde, les générations futures, tout ce qu'on veut, de préserver et de transmettre des choses qu'on a reçues, qui peuvent être de la faune, de la flore, mais aussi de la culture. Soit le poser ou soit toujours l'avoir lancé comme ça. En 1966, il y a des fous furieux qui se sont réunis pas loin d'ici à Lurs et qui étaient dans le mouvement, on peut dire, d'une pensée dans lequel il y avait De Gaulle, etc., qui était la pensée de la participation. L'idée, elle était simple, c'était soit on continue à protéger la nature à coup de garde et d'interdiction, soit on fait prendre conscience aux gens qui sont au milieu d'un territoire qui est à protéger et que les seuls qui puissent les protéger efficacement parce qu'ils sont dedans, c'est eux. Parce qu'ils sont capables de comprendre ce qu'il y a et puis d'expliquer aux autres, que ce soit leurs descendants, que ce soit leurs visiteurs, que ce soit leurs amis. Le rôle des 30 000 habitants du parc, ça devrait être de dire, voilà, ici, c'est notre territoire et nous, on l'aime. Et on le valorise sans le dégrader pour pouvoir le transmettre aux suivants, y compris à vous les visiteurs. En fait, les habitants auraient une sorte de mission. En quelque sorte, si nous avons la chance d'habiter ici et de profiter de ce territoire d'exception, il nous incombe aussi de nous en occuper. C'est comme ça, donnant-donnant. Un peu comme quand on hérite d'une très belle maison de famille. Que l'on vienne d'arriver ou que notre famille vive ici depuis des générations, nous ne sommes que de passage et nous devons faire en sorte que ce patrimoine puisse être transmis aux suivants. Mais puisque ce serait aux habitants de se charger de protéger le territoire, à quoi sert donc l'équipe supposée le gérer justement, ce parc ? Notre rôle, il est aussi de coordonner et de faire du lien entre plusieurs administrations différentes. Par exemple, le parc, il est sur 2 départements différents, 2 conseils généraux, 46 communes, 6 communautés de communes. Mais finalement, toutes ces structures-là, à un moment donné, il faut qu'elles aient un endroit pour se retrouver et travailler ensemble par rapport, ne serait-ce qu'à l'eau. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on gère une partie de l'eau à Digne et une partie de l'eau à Toulon, c'est pas possible. À un moment donné, il faut des lieux où on travaille ensemble et où on se met d'accord ensemble. Alors voilà, on n'est pas vraiment une couche administrative, on est plutôt un moyen de faire du lien, de coordonner des structures administratives, mais aussi de faire du lien entre des administrations et des associations et des citoyens, et faire en sorte qu'à un moment donné, toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, elles puissent se retrouver autour d'un projet. En fait, le parc, c'est un outil au service des habitants, pour qu'ils ne se retrouvent justement pas seuls face à la tâche qu'ils ont de préserver un territoire tout en y vivant, en y éduquant des enfants, en y travaillant, en y créant des entreprises, en s'y déplaçant. En quelque sorte, c'est un facilitateur. Il y a tout de même quelque chose qui me frappe. C'est le paradoxe entre la mission que se donne le parc, sa raison d'être, et la façon dont il est parfois ressenti et vécu par les habitants. Dites madame, moi je vais vous dire quelque chose. Je ne vois pas des actions comme spectaculaires avec les parcs. Hein. Ben, ils y sont. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui se voit concrètement tout de suite. C'est un travail qui est souvent un peu de longue haleine. On voit les résultats des fois 10 ans ou 20 ans après parce que un matin vous allez ouvrir vos volets chez vous et vous allez vous dire finalement si c'est beau c'est peut-être parce qu'à un moment donné il y a des choses qui n'ont pas été faites ou il y a des choses qui ont été faites de manière qualitative ou pas n'importe comment. C'est pas toujours très concret. C'est pas des choses qu'on peut inaugurer, c'est plutôt un travail, on va dire, dans les coulisses, voilà. Ils font des sorties, ils font des réunions, enfin ils s'occupent un peu de tout, quoi. Je suis pas très impliquée dans l'histoire.
Je travaille dans une école aussi, on monte de nombreux projets avec le parc et là le parc nous y aide beaucoup, oui. Je laisse parler les gens qui sont compétents. Les gens ne sont pas habitués à prendre en charge leur propre destin. Ils préfèrent les structures parents, l'État, la région, le département, la maîtresse à l'école, des structures qui te prennent en charge. Quand la société civile doit s'exprimer, elle doit s'exprimer non pas sur le fait qu'on participe à tout, on est 63 millions. On ne va pas donner notre avis sur chaque sujet, ça, j'y crois pas du tout. Et puis la démocratie participative en France est balbutiante. Il faut que les gens qui vont être amenés à donner un avis, on les ait formés sur le sujet. Enfin, c'est un gros travail de participer. Il y a des réunions, mais bon, en général, vous n'êtes pas trop écoutés, quoi. C'est surtout. Vous y êtes déjà allé, vous? Oui, je suis allé à des réunions. Ouais. En général, c'est les élus qui parlent entre eux, et vous êtes là, et puis bon. C'est dommage que la population ait ce sentiment-là par rapport à une absence d'écoute, ça c'est vrai. C'est peut-être dans notre manière de fonctionner qu'il faut faire différemment. Après, le problème, c'est que ces réunions, ça prend du temps. Des moyens parce qu'il faut se déplacer. Donc au niveau des participants non élus, c'est toujours difficile d'aller régulièrement à ces réunions. Donc très souvent il y a un peu de lassitude. Il y a souvent un noyau qui continue à fonctionner alors que des personnes viennent ponctuellement et là elles ont l'impression effectivement de ne pas être écoutées puisqu'elles ont loupé un certain nombre d'étapes dans le processus et se retrouvent parfois sur des actions engagées. Enfin, Valençol, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est le parc, enfin que c'est un rapport avec le Verdon. Le Verdon, il passe... Et nous, bon, on fait partie du parc régional du Verdon, mais le Verdon, ça te fait, je sais pas, tu penses au Verdon ici? Les parcs, en fait, sont définis à partir de critères géographiques. Pour le cas du Verdon, autour de la rivière se sont articulées 7 zones paysagères. Et en fait, on a gardé l'intégralité des zones paysagères. On ne les a pas coupées, on n'a pas pris seulement le morceau qui était près de l'eau. Donc par exemple, pour prendre l'exemple du plateau de Valençol, on a pris l'ensemble du plateau. C'est vrai qu'on a parfois des difficultés à faire comprendre aux gens ce qu'est un parc. Ils voient plus volontiers un aspect réglementaire qui souvent n'existe pas, et mettent sur le dos du parc des réglementations qui ne sont pas du fait du parc. Donc il y a tout un travail d'explication sur qu'est-ce qu'un parc naturel régional. Et même maintenant, après tant d'années d'existence, on a toujours besoin de rappeler ça. Justement, le parc a organisé des circuits, dans le cadre du congrès, pour présenter ses actions concrètes sur le terrain. Par exemple, on peut découvrir des chantiers participatifs qui invitent la population à restaurer elle-même le patrimoine du territoire, en l'occurrence des murs de pierre sèche. La marque Parc, qui valorise des produits ou des services issus du territoire et éco-responsables, ou encore les inventaires de la biodiversité, une démarche étonnante où cette fois-ci, les habitants recensent eux-mêmes les espèces présentes dans le parc. Entre autres actions concrètes, je remarque aussi les écogardes pour sensibiliser sur le terrain, les travaux d'entretien de la rivière, ou encore le développement de l'accueil des handicapés sur les sites et activités touristiques. Mais moi, dans tout ça, j'ai choisi d'aller dans les gorges du Verdon. Les Gorges, c'est un site pas très grand, 35 km de long, qui accueille tous les ans près de 650 000 visiteurs. Et ils ne sont pas les seuls à fréquenter le lieu. S'y côtoient pêcheurs, guides de canyoning, naturalistes, randonneurs, bref, toutes sortes de gens qui ont un usage différent, voire peu compatible de la rivière. Comment mettre tout le monde d'accord sur des objectifs et comment garder ce site sauvage et préservé tout en maintenant l'activité touristique, l'une des principales ressources du territoire. Eh bien, c'est là qu'intervient le parc. Pour trouver des solutions, il a décidé de mettre tout le monde autour d'une table pour en discuter. Ça s'appelle un processus de concertation et c'est une méthode chère aux parcs naturels régionaux de façon générale. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Les gens, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à échanger et même ils construisent des actions ensemble. Chaque année, il y a des formations qui sont co-organisées par le parc et les professionnels, des activités d'eau vive. Et grâce à cette démarche de concertation, la Fédération de pêche et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques se sont associés aux journées de formation. Donc au départ, ils avaient des points de vue différents. On a réussi à tomber d'accord sur un certain nombre de choses et même maintenant, on fait ensemble. Alors que peut-être il y a quelques années, on ne se parlait pas trop. Et c'est globalement le cœur
d'un parc naturel régional, c'est-à-dire d'allier développement socio-économique d'un territoire et préservation des patrimoines. On a l'impression que vous faites plein de choses, mais finalement vous faites rien, vous faites faire. Notre rôle c'est d'aider à faire, d'accompagner en fait les acteurs locaux sur des projets qui sont menés, sur des démarches, sur de la recherche de financement, pour que les choses soient pérennes et s'inscrivent durablement dans le temps. À la différence des parcs nationaux, les parcs naturels régionaux n'ont pas de pouvoir réglementaire. Par contre, on peut travailler avec les gens qui ont ce pouvoir-là, notamment les services de l'État, travailler ensemble pour mettre en place des réglementations. Et après 10 ans de concertation, ont été mis en place des formations et un aquaguide pour ceux qui pratiquent les activités d'eau vive dans la rivière, une réglementation pour préserver l'habitat d'une espèce de poisson, l'apron du Rhône, qui est en cours de validation auprès des services de l'État, et un plan de gestion du site. Ce plan de gestion, mis en place par les différents usagers du site, réglemente et encadre les activités dans les gorges. Aujourd'hui, le parc du Verdon, comme tant d'autres territoires, est en pleine mutation. D'une zone exclusivement rurale, il devient un territoire investi par des habitants de plus en plus divers, aux modes de vie variés, aux attentes et aux besoins hétérogènes. Au final, si les processus de concertation sont, par définition, longs et compliqués, ils le deviennent encore plus quand les diversités des situations se multiplient. On a toujours tendance à dire la campagne, les parcs, c'est plutôt des Français. En gros, derrière, on a l'idée que c'est plus des Français de souche que les autres. Mais c'est pas vrai. Ici, dans le parc, vous avez des anciens babacool, vous avez des fils d'immigrés italiens et espagnols, vous avez des Marseillais qui ont pris leur retraite, vous avez des gens comme vous qui sont venus parce qu'ils étaient attirés par ce mode de vie, vous avez des immigrés maghrébins qui font les sales boulots. Quand je dis que c'est de l'urbanité, c'est justement parce qu'il y a toutes ces diversités. Et que les rassembler sous le mythe qu'on serait semblable, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, tant mieux qu'on soit pas semblable. Il faut, à mon avis, davantage qui s'occupe de comment on va créer du développement avec ce modèle. C'est-à-dire comment le parc va être un lieu de lien entre agriculture, usagers, en qui habitent, etc. Et il ne faut pas se raconter des histoires avec tous les gens qui y habitent, tous les gens des villes qui pourraient y aller. Comment on démocratise ces outils. Pour solutionner ces nouveaux défis, le parc du Verdon et les parcs régionaux en général vont devoir s'appuyer sur leur faculté d'adaptation et d'innovation. Comme dit Marc Jouani, responsable des parcs pour la région PACA, ils en ont vu d'autres. Les parcs ont toujours été avec une longueur d'avance. C'est eux qui ont travaillé sur le développement durable avant même qu'on en parle, avant la conférence de Rio en 1992. C'est eux également qui ont travaillé sur l'économie sociale et solidaire, qui ont travaillé sur les démarches participatives. Tout ceci, c'était de l'innovation. Dès l'origine, effectivement, une des missions était véritablement l'innovation, l'expérimentation. Et les régions donnaient des crédits et donnent toujours des crédits pour des projets innovants, transversaux, parce que là aussi la notion, le caractère pluridisciplinaire transversal des parcs est fondamental, parce qu'un projet ne peut se concevoir uniquement sur le seul volet agricole ou sur le seul volet touristique, mais c'est forcément un aspect transversal qui lie l'économie, le social avec l'emploi, le patrimoine naturel et culturel. Donc tous ces éléments-là doivent être considérés à travers un projet, et c'est ça aussi qui en fait l'innovation. Voilà, alors rapprochez-vous. Le parc a souvent du mal à faire comprendre sa mission aux habitants. Nous-mêmes avons aussi des difficultés à nous considérer comme des acteurs responsables du territoire où nous vivons. Mais au final, qu'on travaille au parc ou pas, qu'on habite ici depuis 5 générations ou qu'on vienne d'arriver, il y a bien une chose que nous partageons. C'est la même conscience aiguë d'être des privilégiés au cœur d'une nature remarquable. C'est bien devant les mêmes paysages que nous ressentons les mêmes émotions. C'est ici, sur un territoire préservé, vivant et accueillant, que nous avons envie de continuer à vivre tranquillement. Et c'est nous qui sommes en mesure de faire que ce soit possible.
La France a besoin de l'inventivité et de la créativité des parcs. Elle en a besoin pour la transition énergétique. Et j'invite les parcs à participer, à organiser, à s'emparer du débat national sur la transition énergétique qui aura aussi des résonances locales fortes, car partout, nous voulons que soient débattus les potentiels de développement des énergies renouvelables. Partout, nous voulons que soient débattus les potentiels d'économie d'énergie. La France a besoin de la créativité des parcs en matière de participation citoyenne, de gouvernance locale, de savoir-faire dans l'implication de 3 millions d'habitants qui habitent dans les 7 millions d'hectares de vos territoires classés, parce que l'adhésion des citoyens au changement écologique est une des clés essentielles de notre réussite. La France a besoin de l'innovation des parcs en matière de circuits courts et d'invention d'une nouvelle relation entre producteurs et consommateurs offrant des débouchés à l'agriculture de proximité. La France a besoin des capacités des parcs en matière d'emploi vert et d'emploi d'avenir vert pour former là des jeunes qui veulent entrer dans la vie professionnelle, dans les métiers de l'environnement et du développement durable. La France a besoin enfin des compétences des parcs en matière d'éducation à l'environnement. Et nous tous qui sommes réunis ici, nous avons des convictions. Et ce que nous le faisons pour les générations futures.